Je m'appelle Joshua, j'ai 34 ans, et mes propres parents ont secrètement emménagé mon frère en or dans la maison que je venais d'acheter avec toutes mes économies, changeant les serrures et jetant mes cartons dans la rue. Avant de vous raconter comment j'ai légalement démantelé toute leur vie et exposé leurs mensonges devant l'élite de la ville, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je suis curieux de voir jusqu'où cette histoire voyage. L'odeur de vieilles briques, de planchers de pain et de peinture fraîche était censée être ma récompense ultime. Je venais de conclure l'achat d'une maison historique étroite en rangée à Philadelphie. Ce n'était certainement pas un immense manoir, mais c'était la mienne. Chaque centimètre carré m'appartenait. Pendant 12 années épuisantes, j'ai travaillé d'innombrables heures supplémentaires, j'ai manqué toutes les grandes vacances et j'ai renoncé à presque tous les luxes juste pour économiser la compte. J'ai même retardé de briguer une promotion majeure au musée où je travaille comme gestionnaire d'archives. J'ai fait cela simplement parce que j'avais besoin du salaire d'heures supplémentaires garanti pour que mes calculs soient parfaits. J'étais épuisé jusqu'à l'os. Mais debout dans ce salon vide, tenant un trousseau de lourdes clés en laiton, j'ai enfin senti que ma vie m'appartenait. J'avais une place dans ce monde. Je n'avais même pas encore entièrement emménagé. La moitié de mes cartons étaient encore scotchés avec du ruban adhésif d'emballage ultra résistant. Assis dans le coin de mon appartement de location exigu et mal éclairé de l'autre côté de la ville. Je dormais sur un matelas pneumatique en plastique bon marché dans la nouvelle maison, voulant économiser un peu plus de mon salaire avant d'acheter des meubles appropriés et confortables. Ce mardi matin, l'air était vif et plein de promesses. J'étais debout dans la cuisine, mesurant le mur pour des étagères en chaîne sur mesure quand mon téléphone portable a sonné. C'était mon père. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma première nuit dans la nouvelle maison. Il n'a pas demandé si j'avais besoin d'aide pour déballer. Tu dois venir chercher tes affaires, a-t-il dit. Sa voix était complètement plate, portant cette autorité absolue et inflexible qu'il n'utilisait que sur moi. Jamais sur mon jeune frère. Ton frère a plus besoin de la maison que toi. J'ai ri. C'était un son court, aigu et confus. La phrase était si complètement scandaleuse, si totalement déconnectée de la réalité que mon cerveau ne pouvait pas la traiter comme une vérité. Je pensais que c'était une sorte de blague terrible et lourde. Puis ma mère a pris le haut-parleur du téléphone. Sa voix était étrangement calme, le genre de voix qu'elle utilisait quand elle voulait aplanir une des erreurs massives de mon frère. C'est la maison de Carter maintenant, Joshua. Sois mature à ce sujet. En arrière-plan, à travers le minuscule haut-parleur de mon téléphone, j'ai entendu les sons indéniables d'une maison en pleine activité. Les portes d'armoire s'ouvraient et se fermaient avec des bruits sourds. Des pas lourds résonnaient sur les planchers de bois franc. Et puis j'ai entendu mon jeune frère, Carter. Sa voix était légère, suffisante et tout à fait à l'aise. Tu n'es pas le bienvenu ici, alors ne rends pas les choses laides, a lancé Carter vers le téléphone. Mon estomac s'est noué si fort que je me suis senti physiquement malade. J'ai agrippé le bord du comptoir de la cuisine si fortement que mes jointures sont devenues blanches. Ma respiration s'est arrêtée. Ils ne demandaient pas un service. Ils ne négociaient pas. Ils étaient déjà à l'intérieur de la maison. Mon esprit a couru à 1 million de kilomètres à l'heure, essayant d'assembler les pièces. La boîte à clés. J'avais laissé une clé de rechange dans une boîte à clés codée sur la porte latérale pour un plombier qui devait vérifier le chauffe-eau plus tard cette semaine-là. J'avais par hasard mentionné le code à une amie à moi, Chloé, qui parfois vérifiait mon chat dans l'ancien appartement. J'ai découvert plus tard que Chloé, qui avait toujours un faible pour le charme manipulateur de Carter, l'avait rencontré dans un café local. Il lui a raconté un mensonge massif et détaillé sur une urgence de plomberie et mon besoin du code pour m'aider. Elle a donné le code sans hésiter. J'ai quitté la maison immédiatement. Je n'ai même pas pris mon mètre ruban. Je suis retourné à mon ancien appartement, mes mains tremblant violemment sur le volant. Le ciel devenait d'un gris sombre et violacé, menaçant la pluie. Lorsque je me suis garé devant mon ancien immeuble, j'ai eu le souffle coupé. 3 de mes grands cartons de déménagement, des cartons que j'avais méticuleusement emballés avec mes lourds vêtements d'hiver et ma vaisselle chère, étaient posés sur le trottoir en béton humide, près du caniveau, comme des ordures. Ils avaient utilisé ma clé, étaient entrés dans ma propriété pendant que j'étais au travail, et avaient littéralement jeté mes affaires personnelles dans la rue pour faire de la place à mon frère. Tout mon avenir, celui pour lequel j'avais saigné, était cédé comme un simple service familial.
Je me suis tenu sur le trottoir, la pluie commençant à me mouiller le visage, fixant un carton sur lequel mon nom était écrit en grosses lettres noires. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas rappelés. Une froide et dure réalisation s'est installée sur ma poitrine. Ils pensaient que j'étais invisible. Ils pensaient que j'allais absorber cette injustice tranquillement comme je l'avais toujours fait. Mais ils avaient tort. De retour dans mon appartement exigu et faiblement éclairé, je n'ai pas pleuré. Je sais que cela peut sembler étrange à certaines personnes, mais j'étais trop abasourdi pour verser des larmes. En tant que gestionnaire d'archives pour un musée historique, toute ma vie professionnelle est basée sur une documentation méticuleuse, l'établissement de la chaîne de garde et l'exigence de preuves absolues. Je suis ce qui appartient à qui, d'où cela vient et ce qui se passe lorsque quelqu'un touche un artefact inestimable qu'il n'a absolument aucun droit de toucher. Cette nuit-là, assis sur mon vieux canapé inconfortable, j'ai cessé de penser comme un fils blessé et j'ai commencé à penser comme un auditeur judiciaire se préparant à un procès majeur. J'ai sorti une lourde boîte de rangement en plastique de sous mon lit. À l'intérieur se trouvait un grand disque dur plein de vidéos de famille numérisées que je voulais organiser depuis des mois. Je ne cherchais pas une nostalgie chaleureuse. Je cherchais des modèles de comportement. Je cherchais une preuve indéniable que je n'avais pas perdu la tête au fil des ans. J'ai ouvert un fichier vidéo d'il y a 15 ans. Sur l'écran, j'avais 18 ans, assis à la table de la cuisine, feuilletant des brochures universitaires avec une réelle excitation. Mes parents venaient de m'expliquer que le fonds pour l'université qu'ils m'avaient explicitement promis depuis que j'étais enfant était entièrement parti. Ils avaient vidé le compte pour payer une dette massive de cartes de crédit. Carter avait imprudemment accumulé des dettes en achetant des vêtements de marque et en emmenant sa petite amie du lycée dans des voyages somptueux et inutiles. Dans la vidéo, ma mère me tapote l'épaule, regardant droit dans la caméra, et me disant que j'étais le fort et que je pouvais facilement obtenir des prêts étudiants pour couvrir mes études. J'ai cliqué sur un autre fichier. 3 ans plus tard, j'étais en arrière-plan d'une large vue de l'allée, portant un uniforme bon marché et taché de mon deuxième emploi du soir, lavant ma berline usagée et abîmée avec un seau et une éponge. La caméra a soudainement effectué un panoramique rapide vers Carter. Mes parents venaient de le surprendre avec une Porsche certifiée d'occasion. Elle n'était pas neuve, mais c'était une Porsche brillante et chère. Ils avaient secrètement contracté une deuxième hypothèque sur leur propre maison juste pour la lui acheter afin qu'il ne se sente pas laissé pour compte par ses riches frères de fraternité dans sa chère université privée. Ce n'était jamais une trahison massive et dramatique avant cet incident de la maison. C'était 1000 petites retouches silencieuses à notre récit familial, répétées pendant des décennies jusqu'à ce que je devienne la bête de somme familiale censée sacrifier tout, et que Carter devienne l'idole dorée fragile qui avait besoin d'une protection financière et émotionnelle constante. La 4e nuit après le terrible coup de fil, je ne pouvais plus supporter le silence suffocant de mon appartement. J'ai attrapé mes clés de voiture, suis monté dans ma voiture, et suis passé devant ma nouvelle maison. Je me suis garé à un pâté de maison complet, j'ai éteint mes phares et j'ai remonté le trottoir à la faveur de l'obscurité. La lumière de mon Porsche était allumée. Elle éclairait une couronne florale fantaisie et chère accrochée à la porte d'entrée. Une couronne que je n'avais certainement pas achetée. Par la fenêtre légèrement ouverte du salon, un rire fort et retentissant s'est échappé dans l'air frais de la nuit. C'était Carter. Je pouvais entendre sa femme, Emily, parler joyeusement du choix de nouvelles couleurs de peinture pour la chambre principale. Emily était généralement une bonne personne, une infirmière diplômée qui travaillait de longues heures épuisantes. Elle avait toujours été gentille avec moi, mais elle était profondément et aveuglément sous l'emprise manipulatrice de Carter. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la caméra de sonnette que j'avais installée le jour même de la clôture de la maison. Je ne l'avais pas encore synchronisée avec mes principales notifications push, mais le stockage cloud enregistrait activement. J'ai fait défiler la chronologie jusqu'à mardi. C'était là, en haute définition nette et indéniable. Carter tapait le code volé dans la boîte à clés. Mon père luttait pour transporter les lourds clubs de golf de mon frère. Ma mère dirigeait activement les déménageurs qui transportaient les meubles anciens d'Emily à travers ma porte d'entrée. Et il y avait Carter ramassant physiquement mes cartons soigneusement scellés et les transportant jusqu'au coffre de sa voiture pour les jeter ensuite devant mon appartement. Ils avaient parfaitement documenté leur propre intrusion illégale. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé mes parents pour supplier ou discuter. J'ai appelé un homme nommé Matthew. Matthew était un avocat agressif et perspicace que j'avais rencontré lors d'une acquisition complexe de propriétés de musée.
Je me suis assis dans son lourd fauteuil en cuir, j'ai glissé mon téléphone sur son bureau en acajou poli et j'ai diffusé la vidéo de sécurité. Puis je lui ai remis mes documents de clôture officielle et l'acte de propriété. Matthew a regardé les images en silence, a soigneusement examiné l'acte et m'a ensuite regardé directement. « Ne les avertissez pas », a-t-il dit, sa voix complètement calme et dépourvue d'émotion. « Laissez-les s'installer très confortablement. Laissez-les déballer leur vie. Rassemblez chaque message texte, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque reçu. Nous allons construire un mur de papier massif qu'ils ne pourront absolument pas escalader pendant les 10 prochains jours angoissants. » J'étais un fantôme complet. Ma mère m'a envoyé exactement un message texte. « J'espère que tu t'es calmé maintenant. La famille est tout. Nous devrions dîner bientôt. » Je n'ai pas répondu. Carter, cependant, était loin d'être silencieux. Il a posté une photo très filtrée sur sa page Facebook de lui-même debout au centre de ma cuisine, tenant un verre en cristal de whisky cher. La légende était écœurante. Enfin installé dans notre maison de rêve pour toujours. Incroyablement béni d'avoir des parents extraordinaires qui nous ont aidés quand d'autres nous ont tourné le dos. J'ai calmement fait une capture d'écran de la publication, les imprimée en couleur et les soigneusement placée dans un épais classeur juridique noir. À la fin de la 2e semaine, l'invitation numérique a commencé à circuler en ligne. Emily, complètement inconsciente de la réalité criminelle de leur situation de vie, avait créé une page d'événements publics, la crémaillère de Carter et Emily. Elle était prévue pour un samedi après-midi. Ils organisaient littéralement une énorme fête pour célébrer leur emménagement dans une maison qu'ils m'avaient volée. Le samedi est enfin arrivé. Je me suis habillé avec soin d'un costume bleu marine bien coupé que je réservais habituellement aux galas de musées haut de gamme et aux réunions de donateurs. Je me suis présenté chez moi à exactement 15h45. Des voitures bordaient les deux côtés de la rue étroite. J'ai reconnu la berline argentée de ma tante Clara, le SUV de luxe de mes parents, et des dizaines de véhicules coûteux et inconnus appartenant aux amis de Carter du club de campagne et aux collègues infirmières d'Emily. J'ai monté lentement les marches, mon cœur battant un rythme régulier contre mes côtes, et j'ai poussé la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé, c'était ma porte. La maison sentait fortement le barbecue de Trader Cher, les bougies à la vanille artificielle, et le parfum floral que ma mère portait toujours. Au moins 40 personnes étaient entassées dans le salon et la cuisine. Tante Clara a été la toute première personne à me voir. Elle a donné un coup de coude à ma mère, qui a halté et a failli laisser tomber son cher verre de vin en cristal sur le parquet. Mon père s'est raidi près de l'îlot de cuisine en granit, son visage pâlissant. Carter était au centre de l'attention près de la cheminée en briques, racontant une histoire bruyante. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase quand il m'a aperçu. Il a immédiatement bombé le torse, s'avançant agressivement pour bloquer mon chemin dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il sifflé, gardant sa voix juste assez basse pour que seules les personnes les plus proches de nous puissent entendre le venin dans son ton. « Je profite de la fête, ai-je dit calmement. Gardant mon visage complètement impassible, je suis passé devant lui, le forçant à s'écarter, et je me suis dirigé directement vers la grande table à manger, qui était actuellement couverte d'amuse-gueule chère de traiteur. J'ai calmement balayé un lourd plateau d'argent de fromage, créant un grand espace dégagé sur le bois de chêne poli. La pièce a commencé à devenir silencieuse. Les conversations se sont éteintes en chuchotements nerveux alors que les gens remarquaient la lourde tension émanant de notre famille. « Écoutez » a dit Carter, élevant la voix maintenant, jouant clairement la victime devant la foule nombreuse. « Je sais que tu es aigri. Tu n'as jamais levé le petit doigt pendant qu'Emily et moi luttions avec notre terrible ancien bail. Tu n'as jamais aidé cette famille quand ça compte. Mais te montrer ici aujourd'hui juste pour ruiner notre journée spéciale, c'est vraiment pathétique, Joshua. » Ma mère s'est précipitée en avant, ses mains s'agitant nerveusement. « Joshua, s'il te plaît. Pas devant tous ces invités. Allons parler dehors sur la terrasse comme des adultes. »« Non, » ai-je dit, ma voix résonnant clairement sur les planchers de bois franc et faisant taire les derniers chuchotements. « Nous allons parler ici, devant tout le monde. » J'ai ouvert ma mallette en cuir et en ai sorti l'épais classeur noir. J'ai sorti 3 feuilles de papier blanc impeccable et les ai posées côte à côte sur la table. Puisque tout le monde est ici pour célébrer cette belle maison, ai-je annoncé à la pièce silencieuse, établissant un contact visuel avec les invités, j'ai pensé que je devais me présenter correctement aux amis de Carter.
Je suis Joshua et je suis le seul propriétaire légal de cette propriété. Un halètement collectif aigu a parcouru la pièce bondée. Le visage de Carter est devenu rouge foncé, de colère. Tu es complètement fou. Papa nous a acheté cette maison. Il a versé la compte. Vraiment? Ai-je demandé calmement. J'ai tapoté le premier document avec mon index. Ceci est l'acte de propriété officiel. Propriétaire unique, Joshua. Ceci est le contrat de prêt immobilier. Seul emprunteur, payant sur mon propre salaire, Joshua. J'ai tapoté le deuxième document. Ceci est une image fixe imprimée de ma caméra de sécurité vous montrant en train de vous introduire illégalement en utilisant un code de boîte à clé volé pendant que j'étais au travail. Pile au bon moment, la lourde porte d'entrée s'est rouverte. Matthew, mon avocat, est entré, vêtu d'un costume anthracite parfaitement ajusté, portant un élégant dossier juridique en cuir. Et ceci, a dit Matthew, sa voix résonnant avec une autorité absolue alors qu'il s'avançait vers la table et déposait un avis juridique officiel directement devant la poitrine de Carter, est une demande formelle de restitution immédiate de la propriété. Vous n'avez aucun droit légal d'être ici. Vous êtes en infraction. Chaque jour où vous restez sur cette propriété entraînera de lourdes sanctions financières et d'éventuelles poursuites pénales. Emily s'est frayé un chemin jusqu'à l'avant de la foule. Son visage était blanc comme de la craie, ses yeux allant frénétiquement entre moi, Carter, et les documents juridiques sur la table. Elle a regardé attentivement l'acte, voyant mon nom clairement imprimé en haut. Elle s'est tournée vers Carter, sa voix tremblant violemment. « Attends, tu m'as dit que tes parents possédaient cette maison en copropriété. Tu m'as dit que Joshua avait accepté avec joie de nous laisser rester ici parce qu'il avait eu un transfert de travail soudain et n'avait pas besoin de l'espace. » Carter a bégayé, suant abondamment, regardant désespérément notre père pour obtenir de l'aide. Mon père s'est contenté de fixer le sol, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. « Tu m'as menti ?» a crié Emily, le son rauque et résonnant sur les murs. « J'ai fait ce que je devais faire pour notre famille, » a hurlé Carter en retour, perdant complètement son sang-froid et claquant sa main sur la table. J'ai regardé Emily avec une pitié sincère. « Il t'a menti, tout comme mes parents se sont mentis à eux-mêmes pendant 30 ans. » Je me suis tourné vers la foule d'invités stupéfaits et silencieux. La fête est terminée. Veuillez quitter ma maison immédiatement. Je souhaite sincèrement pouvoir dire qu'ils ont fait leur bagage cette nuit-là par pure honte. Mais les personnes qui se sentent légitimées se retirent rarement lorsque leurs mensonges sont exposés. Elles ripostent presque toujours avec 2 fois plus de férocité. Les invités ont fui la maison comme si le bâtiment était en feu, marmonnant des excuses et évitant le contact visuel. Mais Carter a absolument refusé de partir. Il a littéralement barricadé la porte d'entrée de l'intérieur. Et parce qu'il avait malheureusement établi une résidence temporaire en emménageant ses meubles et en recevant du courrier officiel là-bas pendant 2 semaines, la police locale m'a dit que c'était strictement une affaire civile. Je devais passer par la longue procédure d'expulsion formelle devant les tribunaux. Matthew m'a averti que cela prendrait au moins 30 à 45 jours pour qu'un shérif les enlève physiquement. Carter a décidé d'utiliser ce temps pour mener une guerre totale. S'il ne pouvait pas avoir la maison, il a décidé qu'il allait me faire profondément regretter de la posséder. Une semaine après la fête désastreuse, un voisin inquiet m'a appelé sur mon téléphone portable. Il y avait une camionnette d'entrepreneur à l'allure louche garée illégalement dans mon allée, et le son fort et destructeur de marteaux-piqueurs résonnait dans la rue. Je me suis précipité immédiatement et j'ai trouvé un entrepreneur véreux et sans licence nommé Marcus en train de démolir activement les bibliothèques intégrées d'origine en acajou massif des années 1920 dans le bureau. Le détail architectural qui était la raison principale pour laquelle j'étais tombé amoureux de la maison. Je suis entré en trombe et j'ai immédiatement ordonné à Marcus de quitter la propriété, le menaçant de le faire arrêter pour vandalisme et intrusion, mais les dégâts tragiques étaient déjà faits. Le beau bois historique était en éclats et détruit sur le sol. Carter se tenait paresseusement dans l'embrasure de la porte, souriant, tenant une tasse de café. Juste en train de faire quelques rénovations, frérot. L'endroit avait besoin d'une touche moderne. Il semblait trop vieux. Je n'ai pas crié après lui. Je n'ai pas donné de coup de poing. J'ai simplement sorti mon téléphone et méticuleusement photographié chaque éclat de bois. Chaque entaille dans le placoplâtre, chaque morceau de débris. J'ai envoyé la photo haute résolution directement au bureau de Matthew. Chaque étagère cassée était un autre signe de dollar massif ajouté au procès civil imminent.
Mais l'acte impardonnable de méchanceté de Carter était encore à venir. J'avais un magnifique miroir ancien en argent orné, un héritage inestimable de notre défunte grand-mère. Elle me l'avait explicitement légué dans son testament car j'étais le seul petit enfant qui s'asseyait et l'aidait à le polir soigneusement les dimanches après-midi. Je l'avais soigneusement emballé dans une caisse en bois protectrice que les déménageurs avaient poussée au sous-sol pendant l'emménagement illégal. 2 semaines après le début du processus d'expulsion tendu, j'ai reçu un email d'une source très inattendue. Monsieur Harrison, un professeur d'histoire à la retraite qui visitait fréquemment le musée où je travaillais et partageait mon amour pour les antiquités, m'a envoyé un message urgent. Il a joint une capture d'écran d'un marché en ligne local. Joshua, n'est-ce pas le même miroir en argent du 19e siècle dont tu m'as montré des photos l'année dernière? Un gars nommé Carter le vend en ligne pour une fraction de sa vraie valeur historique. Je viens de l'acheter pour éviter qu'il n'aille chez un prêteur sur gage, mais je voulais vérifier avec toi d'abord pour voir si tu le vendais réellement. Mon sang s'est glacé. Carter avait littéralement volé mon héritage familial pour se faire de l'argent rapidement afin de financer sa défense juridique. J'ai appelé Monsieur Harrison immédiatement, mes mains tremblant de pure rage. Il a été absolument consterné lorsque je lui ai calmement expliqué la vérité de la situation. Il a volontiers accepté de garder le miroir en toute sécurité chez lui et d'agir comme témoin formel pour le vol. J'ai transmis le reçu numérique et la déclaration écrite de Monsieur Harrison directement à Matthew. Nous avons immédiatement déposé une plainte juridique modifiée auprès des tribunaux. Nous ne cherchions plus seulement une expulsion standard. Nous avons déposé une plainte pour occupation illégale, dommage massif à la propriété, et conversion criminelle de biens volés. Au cours de notre examen approfondi de ces dossiers, nous avons également découvert que Carter avait officiellement changé l'adresse postale de son entreprise de conseil en ligne frauduleuse et défaillante pour mon domicile. Utilisant illégalement ma propriété résidentielle à des fins commerciales pour échapper complètement au collecteur de dettes agressives de son ancien propriétaire. Matthew a impitoyablement obtenu une ordonnance de conservation d'urgence d'un juge sévère. C'était un document juridique contraignant terrifiant les avertissant que toute destruction supplémentaire de biens, vente non autorisée ou suppression de publications sur les réseaux sociaux entraînerait des accusations immédiates d'outrage grave au tribunal et une éventuelle peine de prison. Mon père m'a appelé le jour même où ils ont été servis avec la pile massive et intimidante de documents juridiques par un huissier. Sa voix tremblait d'une panique sincère. « Joshua, s'il te plaît. Tu es en train de ruiner complètement la vie de ton frère. Il pourrait aller en prison. Nous pouvons gérer cela en privé, en famille. Vous avez complètement perdu le droit à la vie privée le jour où vous avez jeté toute ma vie sur le trottoir humide comme des ordures, lui ai-je dit et j'ai raccroché le téléphone sans un mot de plus. Je me préparais actuellement pour la plus grande soirée professionnelle de toute ma vie. Mon brillant collègue David et moi organisions une exposition majeure très médiatisée au musée intitulée « Ce qui survit », axée strictement sur la provenance, l'art volé et l'éthique complexe de la propriété historique. C'était censé être une soirée universitaire calme et digne pour les riches donateurs. Mais je connaissais mon frère Carter. Je savais qu'il était en train de s'effondrer rapidement sous la pression juridique, et je savais qu'il ne pourrait absolument pas résister à l'envie de faire irruption sur une scène publique pour tenter de jouer la victime une dernière fois. La grande salle d'exposition du musée était baignée d'une lumière ambrée chaude et coûteuse. Des dizaines de riches philanthropes, de fonctionnaires de la ville et de journalistes locaux spécialisés dans les arts se mêlaient autour de vitrines renforcées contenant des artefacts récupérés. Je me tenais près du pupitre principal en chaîne dans un smoking parfaitement ajusté. Un microphone sans fil était solidement accroché à mon revers. Ma carrière était sur le point de faire un bond en avant considérable. J'étais sur le point d'obtenir une promotion majeure entièrement basée sur le succès de cet événement. À exactement 19h30, juste au moment où je me préparais à donner le discours principal, les lourdes portes en chêne de la grande salle se sont ouvertes violemment. Carter est entré. Il portait un blazer froissé et mal ajusté, l'air en sueur et complètement dérangé. Ma mère le suivait nerveusement, l'air absolument terrifié par la foule riche, et Emily était là aussi, gardant une distance physique massive de Carter, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. Carter les avait clairement tous traînés ici pour une dernière confrontation dramatique désespérée. Il se nourrissait des scènes publiques chaotiques, croyant follement pouvoir me faire plier et me forcer à abandonner le procès s'il m'humiliait devant mes patrons et l'élite de la ville. Il a marché directement au centre de l'allée de la pièce, parlant bruyamment par-dessus l'élégant quatuor à cordes jouant dans le coin. « Regardez-le » Carter a crié,
pointant un doigt accusateur directement sur moi sur la scène. La musique a émis un son discordant et terrible. Des dizaines d'invités riches se sont retournés, leur coupe de champagne chère figée en l'air. Madame Grayson, l'une des membres les plus puissantes et impitoyables du conseil d'administration du musée, a plissé ses yeux perçants devant l'intrusion. Il se tient là, parlant d'éthique et d'histoire, à ricaner Carter, arpentant le sol poli comme un animal en cage. Mais il jette activement sa propre chair et son sang dans la rue. Il a volé la maison que mes parents m'ont achetée. C'est un imposteur complet et un frère terrible. Des murmures choqués ont éclaté dans la foule élégante. Ma mère a enfoui son visage dans ses mains, réalisant l'énorme erreur qu'ils avaient commise en venant ici. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas élevé la voix. J'avais anticipé ce moment pathétique. J'ai regardé David, qui se tenait près de la cabine technique contrôlant la présentation audiovisuelle. Je lui ai fait un seul signe de tête sec. Je me suis avancé entièrement vers le pupitre et j'ai tapoté le microphone, le son résonnant dans la salle. « Mesdames et messieurs », ai-je dit, ma voix résonnant avec un calme terrifiant et absolu. Mon frère soulève un point vraiment fascinant concernant les biens volés et l'éthique. Puisque tout le thème de l'exposition de ce soir est de ceux qui survivent et l'importance d'établir la véritable propriété, jetons un coup d'œil à la documentation réelle derrière moi. Le grand écran du projecteur numérique qui affichait des images haute résolution d'artefacts romains antiques est soudainement devenu noir. Puis il s'est illuminé avec un scan massif et indéniable en haute résolution de mon acte de propriété. Ceci est l'acte légal officiel de ma maison, acheté entièrement avec mon propre salaire durement gagné, ai-je dit, arpentant lentement la scène. L'écran a instantanément cliqué sur la diapositive suivante. C'était une ventilation détaillée de l'enregistrement d'entreprises frauduleux. Ceci est le registre public de l'État de Carter utilisant illégalement mon adresse résidentielle privée pour cacher son entreprise en difficulté à des créanciers agressifs. Carter s'est arrêté net. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Il ne s'attendait pas à ce que je porte la guerre juridique sur un écran de 12 mètres devant des milliardaires. La diapositive a cliqué à nouveau. Elle montrait clairement les photos dévastatrices des bibliothèques intégrées en acajou détruites juste à côté des messages textes incriminants ridicules de Marcus. Ceci est la destruction malveillante intentionnelle de l'architecture originale des années 1920 simplement par pure mesquinerie. Et enfin, l'écran a affiché le reçu numérique du miroir antique à côté d'une copie agrandie de l'email de Monsieur Harrison. Et ceci est la preuve absolue du vol flagrant et de la vente non autorisée d'un précieux héritage familial. Le silence dans la grande salle était absolu et pesant. On pouvait entendre clairement le léger bourdonnement des unités de climatisation. L'élite de la ville a fixé mon frère, non pas avec pitié, mais avec un dégoût absolu et non dissimulé. Emily, qui se tenait silencieusement près des portes arrière, s'est soudainement avancée dans la lumière. Son visage était fortement strié de mascara et de larmes, mais ses yeux brûlaient de fureur et de rage. Elle a regardé la preuve accablante à l'écran, puis s'est tournée vers Carter. « Tu m'as dit que c'était un énorme malentendu », a-t-elle sangloté, sa voix brisant le lourd silence. « Tu m'as juré qu'il essayait de nous extorquer de l'argent. Tu as volé le miroir de sa grand-mère décédée pour payer ton avocat véreux. » Emily, chérie, attends. Je peux expliquer. Carter a désespérément tendu la main vers son bras. Elle lui a giflé la main avec une force brutale. Le son a retenti comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Ne me touche plus jamais. C'est fini pour moi, Carter. J'appelle un avocat spécialisé dans les divorces dès demain matin, et tu n'auras pas la garde des enfants tant que tu n'auras pas reçu une aide psychiatrique sérieuse. Elle s'est retournée, m'a regardé avec une honte profonde et angoissée, a chuchoté, « Je suis tellement désolé, Joshua », et a franchi les lourdes portes en chaîne pour s'enfuir dans la nuit. Carter se tenait là, entièrement dépouillé de son armure factice. Sa femme était partie. Sa réputation était anéantie. Ses mensonges pathétiques étaient projetés en lettres de 12 mètres pour que le monde entier les voie. Il a regardé frénétiquement ma mère. Mais pour la toute première fois de toute sa vie gâtée, elle ne s'est pas précipitée pour le réconforter. Elle fixait, pétrifiée, Madame Grayson, réalisant le suicide social et financier absolu qu'il venait de commettre. Carter s'est retourné et a fui la pièce, trébuchant presque dans sa hâte d'échapper au regard jugeur. Ma mère s'est dépêchée de le suivre, cachant son visage sous l'humiliation totale. J'ai regardé la foule stupéfaite.
Madame Grayson a lentement levé son verre de champagne en cristal vers moi dans un geste silencieux et puissant de profond respect. C'est un moment qui a tout changé quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de votre patience d'être allé si loin avec moi. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi à aimer la vidéo et laissez un commentaire avec le numéro ci-dessous afin que je sache que vous avez été avec moi jusqu'ici. Cela aidera non seulement plus de gens à trouver l'histoire, mais me fera également savoir que mes expériences ont un sens pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Le mardi matin suivant était le jour officiel de l'expulsion. J'ai garé ma voiture devant la maison à 8 heures précises. Matthew, mon avocat, était déjà là, se tenant droit à côté du shérif Reynolds, un officier de police imposant et sans concession qui n'avait absolument aucune patience pour les drames familiaux compliqués. Lorsque le shérif a frappé son lourd poing sur la porte d'entrée, Carter a ouvert, ressemblant à un fantôme absolu d'être humain. Il était complètement mal rasé, portait un pantalon de survêtement sale et sentait fortement la bière éventée et la défaite. Sans le revenu stable d'infirmière d'Emily, et son entreprise de conseil complètement gelée en raison des injonctions légales agressives que nous avions déposées, il n'avait littéralement nulle part où aller. Mes parents avaient été désespérément contraints de lui louer une chambre de motel bon marché et délabrée à la périphérie de la ville. Je me suis tenu silencieusement sur le trottoir, les bras croisés étroitement sur ma poitrine, tandis que Carter transportait des sacs poubelles en plastique noir pleins de ses vêtements sales jusqu'à sa voiture. Il n'a pas osé me regarder une seule fois. Il n'y avait plus de sourire suffisant, plus de menaces arrogantes et vides. Il était entièrement, complètement brisé par le poids écrasant de ses propres terribles conséquences. Une fois que sa voiture a finalement quitté le trottoir, le shérif Reynolds m'a remis les clés brillantes en laiton. C'est tout à toi, mon garçon. Change les serrures aujourd'hui. Ne les laisse pas revenir. Je suis entré seul dans la maison. C'était un silence de mort. L'odeur écœurante de bougies à la vanille bon marché et de bière éventée persistait lourdement dans l'air. L'endroit était une zone de désastre absolu. Il y avait d'énormes traces d'égratignures sur les murs du couloir fraîchement peint. Le magnifique bureau était une zone de guerre de bois éclaté et de clous apparents, et ils avaient laissé une véritable montagne de déchets pourris dans l'évier de la cuisine. Mais alors que je me tenais parfaitement immobile au centre du salon, respirant l'air poussiéreux et vicié, je ne ressentais plus de colère. Je ressentais un sentiment de paix accablant et incroyable envahir tout mon corps. Le lourd et suffocant poids des attentes toxiques de ma famille avait finalement été entièrement levé de ma poitrine. J'avais mené une guerre brutale pour mon espace, et j'avais gagné. Plus tard cet après-midi-là, un petit camion de livraison s'est garé devant le trottoir. C'était Monsieur Harrison. Il a soigneusement transporté la lourde caisse en bois contenant le miroir en argent de ma grand-mère jusqu'aux marches de l'entrée. Je l'ai remboursé avec plaisir de chaque centime qu'il avait dépensé sur le ridicule marché en ligne, plus un pourboire supplémentaire très généreux pour son immense peine et son honnêteté. Alors que j'accrochais le magnifique miroir en argent poli au-dessus de la cheminée en briques, apercevant mon propre reflet dans la vieille glace légèrement déformée, j'ai enfin reconnu l'homme fort qui me regardait. Il n'était plus le fil invisible et obéissant qui absorbait la douleur de tous. Les retombées financières pour mes parents ont été absolument catastrophiques. Matthew n'a pas relâché le procès civil une seconde parce que Carter était effectivement en faillite et faisait face à un divorce brutal. L'énorme responsabilité financière pour les dommages matériels, l'héritage volé et les frais de justice exorbitants sont tombés entièrement sur les personnes qui avaient activement facilité l'intrusion et remis la clé, mes parents. Ma tante Clara m'a appelé une semaine plus tard. C'était la toute première fois que je lui parlais depuis la désastreuse pendaison de crémaillère. Elle pleurait hystériquement au téléphone. « Joshua, s'il te plaît. Tu dois dire à ton avocat de laisser tomber le procès, » a-t-elle supplié, sa voix craquant. « C'est comme un vrai enterrement ici. Tes parents vendent la cabane du lac. » J'ai fait une pause, tenant le téléphone à mon oreille. La cabane du lac. C'était leur bien le plus précieux, leur rêve de retraite ultime. Le bel endroit dont ils se vantaient chaque été à leurs riches amis. Ils doivent la vendre, a sangloté tante Clara bruyamment. Ils ont vidé toutes leurs économies il y a des années en payant la stupide Porsche de Carter et en le tirant constamment de ses dettes massives de cartes de crédit. Il ne leur reste absolument rien à la banque pour payer ton règlement judiciaire. Ils vont perdre la cabane et ils pourraient devoir réduire la taille de leur propre maison. J'ai regardé autour de mon salon calme et paisible, la lumière du soleil traversant les fenêtres.
J'ai pensé profondément aux 12 ans que j'avais passés à travailler pendant des jours fériés épuisants, à rater ma propre vie. À manger des repas bon marché pendant qu'ils déversaient toute leur richesse et leur amour dans un fils qui les remboursait en détruisant agressivement tout ce qu'ils touchaient. Les actions ont des conséquences, tante Clara, ai-je dit doucement mais fermement. Ils lui ont acheté une Porsche. Maintenant, ils lui achètent un procès. Dites-leur que j'attends le chèque de règlement avant la fin du mois. J'ai raccroché le téléphone, suis entré dans ma cuisine et j'ai commencé à préparer une tasse de café fraîche. La maison était enfin la mienne, et le silence n'avait jamais été aussi incroyablement beau. 3 mois ont passé. 3 mois de silence absolu et ininterrompu de la part des personnes qui avaient passé toute ma vie à me dire que je leur devais tout. Si vous avez déjà été contraint de rompre les liens avec des membres de votre famille profondément toxiques, vous savez exactement ce que l'on ressent les premières semaines de cette séparation. C'est un silence très étrange et creux. Vous attendez toujours que l'autre chaussure tombe. Vous vérifiez constamment votre téléphone, ressentant une pointe d'anxiété chaque fois que l'écran s'illumine, vous attendant pleinement à un message texte en colère, un message vocal manipulateur ou une visite surprise à votre porte. Mais lorsque vous construisez un mur massif de conséquences légales solides et indéniables, ce silence terrifiant se transforme finalement en une paix durable et véritable. L'automne est officiellement arrivé à Philadelphie, transformant les arbres lourds bordant ma rue étroite et historique en de brillantes nuances d'or et d'orange brûlé. L'air frais et vif balayant la ville était comme une représentation physique des changements massifs se produisant dans ma vie quotidienne. Je n'existais plus seulement, retenant mon souffle et attendant le prochain désastre familial. Je construisais enfin quelque chose qui m'appartenait entièrement. La restauration physique de ma maison en rangée est devenue ma thérapie quotidienne. Je n'ai pas précipité le processus compliqué. J'ai pris le chèque de règlement massif que j'ai reçu de mes parents. L'argent qu'ils ont été légalement forcés de payer pour le vandalisme malveillant et la destruction imprudente de Carter. Et j'ai embauché le meilleur artisan éthique et entièrement agréé de la ville. J'ai passé mes précieux samedis matins dans des cours de récupération architecturale spécialisés, passant mes mains sur d'énormes dalles d'acajou récupérées. J'étais absolument déterminé à remplacer parfaitement les magnifiques bibliothèques intégrées des années 1920 que l'entrepreneur véreux et sans licence de Carter avait violemment brisées à coups de marteau. Lorsque ces nouvelles étagères sur mesure ont finalement été installées dans mon bureau, emplissant la pièce de la riche odeur réconfortante de teinture de bois foncé et d'huile de citron fraîche. J'ai passé tout un dimanche après-midi à organiser soigneusement ma vaste collection de livres historiques. J'ai engagé un professionnel pour accrocher solidement mon miroir ancien en argent de ma grand-mère bien droit au-dessus de la cheminée en briques apparentes dans le salon. Ce miroir était la manifestation physique de mon héritage. L'objet exact que mon frère avait froidement volé et vendu pour de l'argent rapide. Maintenant, il était de retour à sa place. Chaque fois que je passais devant et que je voyais mon reflet dans la vieille glace légèrement déformée, je voyais un homme qui avait mené une guerre brutale et épuisante pour sa propre dignité et qui avait réellement gagné. La maison ne semblait plus souillée par leur brève occupation illégale. L'énergie négative était partie. Elle me semblait entièrement, incontestablement, mienne. Mais l'incroyable transformation de ma vie personnelle n'était absolument rien comparée à l'explosion massive qui s'était produite dans ma carrière professionnelle. Vous souvenez-vous de Madame Grayson, cette membre incroyablement riche et puissante du conseil d'administration du musée qui avait silencieusement été témoin de l'humiliante crise publique de Carter lors de mon exposition? 2 jours après cet événement chaotique, son assistante exécutive a appelé mon poste de bureau et m'a formellement demandé de monter au dernier étage du bâtiment administratif du musée. Je suis entré dans son immense bureau d'angle vitré, me sentant incroyablement nerveux, mes paumes transpirant réellement. Je pensais honnêtement qu'elle allait me réprimander formellement ou peut-être même me licencier pour avoir apporté un bagage familial désordonné et dramatique à un événement de musée de haute société rempli de donateurs milliardaires. Au lieu de cela, elle m'a chaleureusement fait signe de m'asseoir dans un lourd fauteuil en cuir coûteux directement en face de son bureau poli. Elle ne m'a pas offert de thé ou engagé dans de petites conversations insignifiantes. Elle m'a regardé avec des yeux perçants et très calculateurs. « Joshua » a-t-elle dit, sa voix suintant l'autorité calme et absolue de la vieille richesse. J'ai siégé au conseil exécutif de ce musée pendant 22 ans. Dans mes affaires privées, j'ai eu affaire à des voleurs d'art internationaux, des historiens frauduleux très habiles et des menteurs pathologiques qui vendraient leur propre mère pour un tableau. Ce que vous avez fait l'autre soir dans cette salle d'exposition, démantelant méthodiquement et légalement un escroc en n'utilisant absolument rien d'autre que des documents irréfutables et un sang-froid absolument terrifiant.
a été la chose la plus impressionnante que j'ai vue depuis une décennie. J'ai cligné des yeux, complètement pris au dépourvu par les éloges. Merci, Madame Grayson. Mais je m'excuse toujours profondément pour la scène publique. Mon frère est difficile. Ne t'excuse jamais d'avoir survécu, a-t-elle rétorqué instantanément, bien que ses yeux fussent bienveillants. Elle a ouvert un épais dossier cartonné très organisé sur son bureau. Je ne siège pas seulement au conseil d'administration de ce musée. Je suis la directrice générale d'une société privée de gestion de patrimoine qui se spécialise dans l'acquisition, l'authentification et la protection de biens historiques pour des clients extrêmement fortunés. Nous traitons constamment des litiges successoraux compliqués, des documents faux incroyablement convaincants, et des parents avides qui tentent de voler d'énormes fortunes les uns aux autres. J'ai désespérément besoin de quelqu'un sur ma liste de paix avec votre ensemble de compétences exactes. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend profondément la provenance, quelqu'un qui respecte la chaîne de garde absolue, et surtout, quelqu'un qui ne s'intimide pas facilement sous une pression immense. Sur le champ, regardant le panorama de Philadelphie, elle m'a offert un poste de consultant historique indépendant principal pour sa firme privée. Ce n'était pas juste une simple promotion. C'était une toute nouvelle stratosphère élite de carrière. Elle a nonchalamment noté un salaire de départ sur un morceau de papier cartonné épais et l'a glissé sur le bureau vers moi. J'ai fixé le chiffre et ma mâchoire s'est littéralement décrochée. C'était le triple de ce que je gagnais au musée, avec tous les avantages et un énorme budget de voyage. J'ai accepté le poste immédiatement, lui serrant fermement la main. En quelques semaines, toute ma routine quotidienne s'est transformée. Je voyageais soudain en première classe à travers le pays pour examiner des collections privées très secrètes, authentifier des documents vieux de plusieurs siècles, et travailler activement aux côtés des meilleurs avocats spécialisés dans les successions. J'étais enfin généreusement rémunéré et très respecté pour la nature méticuleuse et soucieuse du détail pour laquelle ma famille m'avait toujours activement ridiculisé. Pendant que ma vie montait rapidement vers des sommets que je n'aurais jamais cru possibles, la justice karmique s'abattant sur ma famille était absolument biblique par son ampleur et sa sévérité. Matthew, mon avocat immobilier impitoyable et brillant, me tenait pleinement informé des retombées juridiques et financières en cours. Parce que Carter était effectivement au chômage, profondément endetté par les cartes de crédit, et faisait face à un divorce brutal et très médiatisé, il n'avait absolument aucun actif financier que les tribunaux pouvaient saisir. Par conséquent, la responsabilité financière massive pour les dommages matériels, le vol criminel du miroir ancien, et les frais de justice exorbitants sont tombés entièrement sur les personnes qui avaient activement facilité l'intrusion illégale et remis physiquement la clé volée. C'étaient mes parents. Ils devaient payer l'addition, et l'addition était incroyablement chère. Par l'intermédiaire de ma tante Clara, qui ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de me laisser des messages vocaux pleurnichards et bavards malgré mes limites strictes. J'ai appris les détails angoissants de la ruine financière de mes parents. Mes parents avaient passé les 10 dernières années à projeter une image impeccable de perfection de la classe moyenne supérieure à leurs amis snobs du country club. Mais tout cela n'était qu'un château de cartes très fragile construit sur des dettes massives et suffocantes. Ils avaient secrètement vidé toutes leurs économies liquides il y a des années. J'ai enfin appris toute la vérité écœurante. Le généreux fonds pour l'université qu'ils m'avaient promis depuis que j'étais enfant n'avait pas seulement été perdu dans un mauvais investissement. Ils avaient activement vidé tout mon fonds pour l'université afin de payer les factures de cartes de crédit de luxe insensées de Carter quand il avait 21 ans. Puis quelques années plus tard, ils ont contracté une deuxième hypothèque massive et très risquée sur leur résidence principale de banlieue juste pour lui acheter cette ridicule Porsche qui se déprécie. Lorsque le cabinet de Matthew les a légalement forcés à payer mon important règlement pour les dommages causés à la maison, ils ont consulté leur compte bancaire et se sont heurtés à un mur de briques. Il ne leur restait absolument rien. Ils ont été violemment forcés par les tribunaux à mettre leur chère cabane au bord du lac en vente. Ce n'était pas seulement une simple propriété de vacances pour eux. C'était leur symbole de statut ultime et couronnant. C'était la belle et sereine maison d'été dont ils se vantaient depuis des décennies avec agressivité à chaque dîner et chaque rassemblement à l'église. En raison des délais légaux stricts que nous avions imposés, ils ont dû la vendre dans une panique massive, se contentant d'un prix incroyablement inférieur à la valeur marchande à un promoteur immobilier froid qui avait immédiatement prévu de démolir la belle cabane pour y construire des condos. Tante Clara m'a laissé un message vocal en sanglots me disant que ma mère s'était complètement effondrée, pleurant hystériquement sur la pelouse le jour où les nouveaux propriétaires de l'entreprise sont arrivés pour changer les serrures. J'ai ressenti une brève, minuscule pincée de pitié humaine naturelle, mais elle a disparu en un clin d'œil,
la seconde même où je me suis souvenu du regard froid, indifférent et prétentieux sur son visage lorsqu'elle m'a dit que ma maison appartenait maintenant à Carter. Ils avaient agressivement parié toute leur retraite, leur sécurité financière et leur relation avec moi sur l'enfant prodige. Supposant que l'enfant invisible et très fiable, bête de somme, absorberait simplement la perte massive. Ils ont perdu leur pari, et ils ont tout perdu. La vie de Carter s'est complètement dissoute dans un malheur absolu et sans atténuation. Emily a entièrement tenu sa promesse furieuse au musée. Elle a officiellement demandé un divorce brutal et très agressif. Le lendemain matin, elle a engagé un avocat de la famille vraiment impitoyable qui a utilisé avec expertise les rapports de police documentés de l'intrusion de Carter, sa destruction malveillante de biens et son vol criminel pour oblitérer complètement son personnage devant le tribunal de la famille. Carter a entièrement perdu la bataille pour la garde. Le juge a été absolument consterné par son comportement documenté. Le tribunal lui a accordé des droits de visite très limités et légalement supervisés avec ses enfants, citant spécifiquement son comportement volatile et destructeur, son mensonge chronique et son absence totale de logement stable. Sans le revenu stable et fiable d'infirmière d'Emily pour soutenir son faux style de vie. Il a été rapidement contraint de quitter le motel bon marché que mes parents payaient. Il a fini par louer un tout petit appartement studio déprimant et incroyablement exigu dans un quartier terrible et très sensible à la périphérie de la ville. Il a désespérément essayé de maintenir son faux personnage riche sur les réseaux sociaux pendant quelques semaines pathétiques, filtrant lourdement de vieilles photos de ses repas au country club et publiant des citations vagues et inspirantes sur la façon de vaincre les ennemis. Mais tout le monde dans leur cercle social connaissait déjà la vérité humiliante et indéniable. Ses amis ont cessé de commenter. Ses anciens partenaires commerciaux se sont publiquement distancés. Finalement, la honte écrasante est devenue trop forte, et il a supprimé entièrement ses profils de réseaux sociaux. Le Golden Boy avait définitivement perdu son éclat, et personne n'était là pour le faire briller à nouveau. Pour célébrer officiellement la clôture permanente de ce chapitre incroyablement sombre de ma vie, j'ai décidé d'organiser un vrai dîner authentique dans ma maison nouvellement restaurée. Je n'ai pas invité 50 étrangers juste pour me vanter. Je n'ai pas acheté de bougies à la vanille artificielle bon marché pour masquer l'odeur des mensonges. J'ai invité les personnes spécifiques qui s'étaient réellement tenues côte à côte avec moi quand le ciel s'écroulait violemment. J'ai invité David, mon brillant collègue du musée, qui avait parfaitement géré le projecteur pendant l'ultime confrontation. J'ai invité Matthew, mon avocat, qui est arrivé vêtu d'un pull en cachemire étonnamment décontracté au lieu de son habituelle armure juridique intimidante et tranchante. Et j'ai invité Monsieur Harrison, l'incroyablement gentil, professeur d'histoire à la retraite très perspicace qui avait sauvé le miroir de ma grand-mère d'être perdu à jamais dans un magasin de prêteurs sur gage. J'ai passé tout le samedi à cuisiner avec joie dans ma nouvelle et immense cuisine. J'ai rôti une énorme et coûteuse côte de bœuf avec du romarin frais et de l'ail. J'ai acheté un vin rouge incroyable et très bien noté. Nous nous sommes assis autour de ma grande table à manger en chêne massif, complètement entouré des magnifiques étagères en acajou nouvellement restaurées, et nous avons simplement ri. Le son résonnait chaleureusement sur les murs en briques. Nous n'avons pas parlé du malheur de Carter. Nous n'avons pas parlé du procès épuisant ni de l'expulsion. Nous avons parlé avec passion d'art, d'histoire ancienne, de politique locale et de l'avenir radieux. Alors que je regardais autour de la table chaleureuse et bien éclairée ces personnes incroyablement intelligentes et farouchement loyales, j'ai réalisé quelque chose de vraiment profond. La famille n'est pas seulement un groupe de personnes aléatoires qui partagent votre ADN. Le sang ne confère pas automatiquement à quelqu'un un pass VIP permanent et incontestable pour votre vie, surtout s'ils utilisent constamment ce pass pour voler votre paix, votre argent, et votre santé mentale. La vraie famille est le groupe spécifique de personnes qui respectent profondément vos limites, qui célèbrent bruyamment votre succès authentique sans une once de jalousie, et qui se tiennent à vos côtés, prêts à se battre quand le monde devient incroyablement sombre. J'ai levé mon verre de vin rouge en cristal, la lumière du feu captant le liquide rouge profond. À ce qui survit. Ai-je dit, faisant intentionnellement écho au titre de l'exposition du musée qui avait fondamentalement changé la trajectoire de toute ma vie. Les trois hommes à table ont souri profondément et ont levé leur verre à l'unisson. À ce qui survit. Ont-ils répondu. L'hiver profond s'est installé lourdement sur Philadelphie, apportant des vents glacials et une épaisse couverture de neige blanche brillante qui a finalement enterré les dernières traces visuelles de ce terrible automne. J'étais incroyablement occupé par mon nouveau travail de consultant exigeant, gagnant un salaire fantastique et voyageant constamment dans de belles villes du monde entier.
Je n'avais pas prononcé un seul mot à mes parents ou à mon frère depuis près de 5 mois. Ma vie était merveilleusement et délicieusement calme. Puis, un mardi matin glacial de fin janvier, mon téléphone portable a vibré agressivement sur mon lourd bureau. J'ai jeté un coup d'œil. C'était un message texte de mon père. Joshua, s'il te plaît. Nous avons désespérément besoin de te voir juste pendant 30 minutes. Ta mère s'effondre complètement physiquement et mentalement. Nous t'en supplions. S'il te plaît, et un cœur. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran lumineux pendant très longtemps. Il y a 6 mois, un message dramatique et suppliant exactement comme celui-là aurait instantanément déclenché une vague massive et accablante de culpabilité programmée. J'aurais tout laissé tomber, annulé mes rendez-vous, couru aveuglément à leur côté et désespérément essayé de réparer le nouveau désastre catastrophique que Carter avait créé. Mais l'homme confiant et très réussi qui lisait ce message texte aujourd'hui n'était absolument pas le même homme invisible et traumatisé qu'ils avaient cruellement chassé de sa propre maison des mois auparavant. Je ne voulais pas de relation avec eux. Je savais au fond de moi qu'ils n'avaient pas fondamentalement changé qui ils étaient. Mais je savais aussi avec une certitude absolue que si je ne les regardais pas directement dans les yeux et ne fermais pas officiellement et définitivement la porte de ma vie, ils continueraient à planer désespérément aux marges de mon existence comme des fantômes affamés. Essayant constamment de trouver un point faible dans ma nouvelle armure. J'ai pris le téléphone et tapé une réponse brève, incroyablement froide. Demain à 10h, le café de la 4e et Market, exactement 30 minutes. Ne le ramène pas. Le lendemain matin, la ville était complètement recouverte d'une épaisse boue grise. Je me suis enveloppé dans un lourd manteau et suis entré dans le café animé, lumineux et entièrement neutre, exactement à l'heure. J'ai délibérément choisi un endroit très public et bondé afin qu'ils ne puissent pas crier, faire une crise de colère très théâtrale ou essayer de me manipuler émotionnellement dans l'intimité d'une pièce calme. J'ai acheté un simple café noir et me suis assis à une petite table d'angle ronde, regardant la porte. Exactement 5 minutes plus tard, la porte d'entrée a sonné bruyamment et mes parents sont entrés du vent glacial. Je ne les ai presque pas reconnus. Les conséquences physiques intenses des derniers mois de stress extrême et de ruine financière étaient absolument stupéfiantes. Mon père, qui avait toujours affiché l'arrogance d'un membre riche et intouchable d'un club de campagne, avait l'air incroyablement petit, frêle et profondément courbé. Il portait un vieux manteau d'hiver légèrement effiloché au lieu de son habituel, cher, manteau de laine sur mesure. Ses cheveux étaient devenus presque complètement, étonnamment blancs. Ma mère avait l'air encore pire. Son visage était profondément creusé, lourdement ridé par une fatigue intense, et elle regardait nerveusement le sol en marchant, complètement dépouillée de son arrogance habituelle. Le fardeau incroyablement lourd de leur dette financière massive, la perte de leur chère cabane au bord du lac, et l'écrasante humiliation publique au sein de leur cercle social les avaient visiblement vieillis de 10 ans en seulement 5 mois. Ils se sont assis lentement en face de moi. Ils ne sont pas allés au comptoir pour acheter quoi que ce soit. L'air entre nous, de l'autre côté de la petite table, était incroyablement épais, tendu et profondément inconfortable. Ma mère s'est mise à pleurer presque immédiatement. Ce n'étaient pas ses pleurs habituels, bruyants, théâtraux, cherchant l'attention. C'était le sanglot silencieux et absolument brisé de quelqu'un qui n'a enfin plus de mensonges à se raconter. Joshua, a-t-elle chuchoté, ses mains tremblant violemment alors qu'elle tendait la main sur la petite table vers moi. J'ai calmement mais fermement retiré mes hanches, les enveloppant chaleureusement autour de ma tasse de café en céramique, entièrement hors de sa portée. Elle a tressailli visiblement comme si je l'avais frappée, retirant lentement ses mains vers son giron. « Tu nous manques tellement, tellement » a-t-elle sangloté doucement. « Nous sommes tellement, tellement désolés pour tout ce qui s'est passé avec la maison. S'il te plaît, chérie. Nous sommes une famille. Nous appartenons ensemble. » Mon père s'est raclé la gorge nerveusement, refusant absolument d'établir un contact visuel direct avec moi. Il a fixé intensément ma tasse de café. « Ta tante Clara nous a parlé de ton nouveau poste important et de ta grande promotion. Nous sommes très, très fiers de toi, mon fils. Tu as vraiment fait quelque chose d'incroyable de toi-même. Nous sommes allés à un enterrement la semaine dernière pour ton oncle Thomas. » Il a fait une pause, espérant clairement que la mention de la mort m'adoucirait. Ce ne fut pas le cas. Cela a vraiment mis les choses en perspective. Mon père a continué, sa voix tremblant légèrement. La vie est tout simplement trop incroyablement courte pour conserver ce genre de colère toxique profonde.
Carter lutte vraiment en ce moment. Il vit dans un endroit terrible et dangereux. Il peut à peine se permettre l'épicerie. Il a plus que jamais besoin de sa famille en ce moment. Nous devons tous nous réunir, nous pardonner et guérir en tant qu'unité. Je suis resté parfaitement immobile, mon expression complètement vide, laissant ces mots incroyablement manipulateurs et très calculés flotter lourdement dans l'air. Même maintenant, complètement brisés, physiquement épuisés, et financièrement ruinés, ils essayaient toujours fondamentalement de m'utiliser. Ils utilisaient de manière dégoûtante les tristes funérailles d'un parent éloigné pour fabriquer une fausse intimité émotionnelle. Ils essayaient de me flatter à bon marché avec mon nouveau titre de poste, espérant désespérément que j'ouvrirais magiquement mon nouveau portefeuille lourd pour sauver Carter des conséquences juridiques et financières dévastatrices de ses propres actions terribles. Ils ne voulaient pas un fils. Ils voulaient un sauveur pour leur Golden Boy. La vie est courte, ai-je convenu. Ma voix parfaitement calme, entièrement plate, et complètement dépourvue de toute colère, chaleur ou sympathie. Vous avez absolument raison à ce sujet, papa. C'est exactement pourquoi je ne vais pas passer une seule seconde du reste de ma vie à être le personnage secondaire fiable dans la tragédie auto-infligée sans fin de Carter. Ma mère a laissé échapper un petit halètement aigu, profondément blessé. Comment peux-tu être si incroyablement froid? Comment peux-tu rester là et dire que c'est ton propre frère de chair et de sang? C'est un homme de 32 ans qui s'est introduit illégalement chez moi, a intentionnellement et malicieusement détruit ma propriété historique et a criminellement volé l'héritage de notre grand-mère décédée juste pour se faire de l'argent rapidement. J'ai énoncé les faits absolus et indéniables clairement, m'assurant absolument que les personnes assises à la table voisine pouvaient entendre chaque mot. Et vous deux êtes les parents qui lui avez activement remis la clé de ma porte d'entrée, l'avez aidé à emménager ses meubles et m'avez froidement dit d'être mature face au fait d'être volé en plein jour dans la rue. Mon père a finalement levé les yeux. Un bref éclair désespéré de sa vieille colère têtue et dominatrice est apparu dans ses yeux fatigués. Nous avons fait une erreur, une terrible et stupide erreur. Mais nous t'avons élevé. Nous t'avons donné tout ce que nous avions. Nous vous aimions tous les deux également. Non, absolument pas, ai-je dit, le coupant sèchement, ma voix fendant l'air comme un couteau. Vous ne nous aimiez pas également. Vous avez secrètement vidé le fonds massif pour l'université que vous m'avez promis depuis mon enfance juste pour payer ces cartes de crédit de luxe. Vous avez contracté une deuxième hypothèque massive et imprudente pour lui acheter une Porsche de luxe pendant que je travaillais 2 emplois épuisants au salaire minimum juste pour me permettre les cours du soir à l'université communautaire. Vous m'avez agressivement conditionné pendant 30 ans à croire que ma seule valeur réelle dans toute cette famille était la quantité de douleur émotionnelle et de fardeau financier que je pouvais absorber tranquillement afin que Carter puisse continuer à prétendre qu'il était un succès massif. Vous avez parié toute votre retraite, votre précieuse cabane au bord du lac, et votre réputation publique sur ces mensonges pathétiques. Et vous avez complètement, absolument perdu. Ils m'ont regardé, stupéfait, dans un silence profondément horrifié. Leur bouche était légèrement ouverte. Ils n'avaient absolument aucune défense. Je ne criais pas. Je n'étais pas hystérique. Je ne faisais pas de caprices. Je me contentais de leur lire calmement et méthodiquement le registre historique permanent et indéniable de nos vies. Nous voulons juste retrouver notre famille, a sangloté ma mère, enfouissant son visage dans une simple serviette en papier brun. Nous voulons juste que tu comprennes pourquoi nous l'avons fait. Nous essayons de le protéger. J'ai pris une lente et délibérée gorgée de mon café noir. J'ai regardé attentivement les 2 personnes complètement brisées assises en face de moi. Et j'ai réalisé avec une clarté absolue que je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais pas de ressentiment. Je ne ressentais même pas de tristesse. Je me sentais juste incroyablement et profondément libéré. Le cordon émotionnel était définitivement coupé. Je comprends, ai-je dit doucement, me penchant légèrement en avant pour qu'ils puissent entendre chaque syllabe. Je comprends parfaitement, mais voici l'absolue vérité avec laquelle vous allez devoir vivre le reste de votre vie. Vous pouvez pleurer dans ce café. Vous pouvez me supplier. Vous pouvez envoyer tante Clara laisser des messages vocaux et me faire culpabiliser jusqu'à la fin des temps, mais l'amour sans respect n'est que du contrôle déguisé. Et je ne vous laisserai plus jamais me contrôler. Je me suis levé lentement de la petite table. J'ai sorti un billet de $20 impeccable de mon portefeuille en cuir et l'ai laissé sur la table pour couvrir mon café. Ne me contactez plus jamais, ai-je dit, les regardant une dernière fois. Prenez le peu d'argent qu'il vous reste dans le monde et concentrez-vous entièrement sur votre Golden Boy.
Il en aura besoin. Je me suis retourné et j'ai marché avec confiance vers la sortie. J'ai poussé la lourde porte vitrée et je suis sorti dans les rues glaciales, animées et bruyantes du centre-ville de Philadelphie. Le vent glacial de l'hiver m'a immédiatement frappé le visage, mais je n'ai pas frissonné. J'ai pris une profonde et incroyable inspiration d'air glacé. Ma poitrine s'est sentie incroyablement légère. La lourde et suffocante chaîne de fer qui m'avait traîné vers le bas pendant 34 ans était enfin définitivement brisée. J'étais libre. Voici ce que je veux que vous reteniez de mon histoire. Nous sommes constamment conditionnés socialement dès la naissance à croire que le mot famille est un bouclier magique impénétrable qui excuse automatiquement un comportement terrible et profondément toxique. La société nous dit de pardonner sans fin, d'être toujours la personne la plus sage, et de maintenir constamment la paix, même lorsque maintenir la paix signifie se mettre complètement en feu juste pour garder les personnes toxiques au chaud. Mais une paix durable et véritable ne vient jamais en se laissant utiliser et abuser sans relâche. Établir une limite ferme et inébranlable n'est pas un acte de cruauté. C'est l'acte ultime et nécessaire de respect de soi. Si quelqu'un manque constamment de respect à votre propriété, à vos efforts massifs et à votre bien-être émotionnel, sa relation biologique avec vous n'a absolument aucune importance. Vous ne devez pas votre avenir radieux, votre salaire durement gagné ou votre santé mentale à des personnes qui vous considèrent simplement comme une décharge émotionnelle ou un plan de secours financier pratique. Parfois, la chose la plus incroyablement aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de prendre du recul, complètement, de cesser de les protéger, et de laisser les conséquences brutales et lourdes de leurs propres actions les rattraper enfin. Je veux savoir si cela vous a touché aujourd'hui. Si vous comprenez profondément le pouvoir immense de s'éloigner de la toxicité ou si vous avez trouvé une valeur réelle dans mon difficile parcours pour reprendre ma vie en main, s'il vous plaît. Laissez le mot bien dans les commentaires ci-dessous ou dites-moi quelle leçon spécifique de cette histoire vous a le plus marqué. Votre engagement aide vraiment l'histoire à atteindre les personnes qui ont désespérément besoin de l'entendre en ce moment. Merci beaucoup d'avoir écouté et resté.